m'appelle Alexandre, je travaille chez Capcom et aujourd'hui l'équipe Dontnod Entertainment va vous présenter un tout nouveau projet qui s'appelle Remember Me, qui est un jeu d'action-aventure qui sortira sur PS3 et Xbox et PC en mai prochain. Et donc pour vous, en exclusivité, ils vont vous présenter le jeu, comment il a été conçu, etc. etc. Et donc je vous demande d'accueillir Jean-Maxime Maurice, Alexis Briclot et Michel Thor de l'équipe de Dontnod. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais les laisser se présenter tout simplement. Et je vous dis à tout à l'heure et bonne présentation. Merci. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc voilà, on est l'équipe de Dontnod Entertainment. Moi je m'appelle Jean-Maxime, je suis directeur créatif chez Dontnod et sur Remember Me. Ici on a Alexis Briclot, je suis directeur artistique et à ma droite Michel Thor, je suis directeur artistique aussi chez Dontnod. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de Remember Me. Remember Me c'est un jeu qui est développé par Dontnod Entertainment, par des Français, des Parisiens et qui est édité par Capcom. Et on va vous dire un petit peu de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est le jeu et aussi comment est-ce qu'on a pensé le jeu, comment est-ce qu'on l'a fait. Voilà, l'idée c'est de vous donner un petit peu un aspect de ce qui se passe dans les coulisses. Mais d'abord on va regarder le trailer. Mais avant ça, Marc, je voulais faire une transition pour présenter notre jeu. Il n'est pas là, on vous a préparé une petite Dead Sentai pour faire la transition. Voilà. C'est parti. A friend once said, the memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress. A son's first words, a mother's last words, a lover's kiss, a father's deception. There are no secrets anymore. And if remixing a single memory can change a man's life, then changing a single man could remix the world. That was my job until someone did it to me. They wiped you clean, Nilin. How do I know I can still trust you? Le trailer de lancement. Merci. Merci. Donc le jeu sort en mai de cette année. Ça c'est notre trailer de lancement. Je précise parce qu'on nous pose souvent la question, là les vidéos sont en anglais parce que c'est des vidéos qui sont faites pour le marché international, mais le jeu sera bien évidemment jouable en français avec les sous-titres français pour ceux qui veulent sur la version anglaise. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui se passe à Paris. On peut aussi avoir les gens qui parlent en français. Et on va dire un petit peu plus sur qui tu es, toi, avec tes longs cheveux. Je suis à moins de 50 cm de toi, mais j'ai du mal à t'entendre. Je suis désolé. Moi, je suis entre autres, je travaille à la fois dans l'illustration, le jeu vidéo et la bande dessinée comic book. Je peux peut-être passer là les slides. C'est des travaux précédents, des illustrations pour Marvel, sur Annihilation Conquest. J'ai également beaucoup bossé pour Magic the Gathering, Multiple Cards. Voilà, ça fait que j'ai un parcours éclectique, varié avant la cofondation du studio Dontnod et le développement Remember Me. Michel, peut-être un petit mot également sur ce que tu as fait auparavant. Moi j'ai rejoint Dontnod il y a 4 ans et avant j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans comme illustrateur freelance sur pas mal de couvertures de romans, couvertures de jeux de rôle pour White Wolf. Et j'ai bossé sur des jeux vidéo comme Eve Online ou pas mal de différentes choses. J'avais bossé sur Bruce pour Ubisoft et plein de choses pour Alexis.
actuellement c'est chez Dontnod comme co-directeur artistique. On va dire faiseur d'images. On va dire faiseur d'images. Ouais, voilà, toucher un peu à tout sur des univers fantastiques, des univers réalistes. Voilà. J'ai mon PowerPoint qui parle plus. On va peut-être revenir en fait sur le cœur du jeu. Donc Max va développer un petit peu tout ça. Et puis peut-être qu'après on pourra parler en fait des particularités du travail de développement visuel sur un jeu vidéo, la direction artistique, tout ça. Tout à fait. Voilà, donc Remember Me, c'est notre premier jeu en tant que studio chez Dontnod Entertainment. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, avec vraiment un mix équilibré entre combat, plateforme, puzzle et tout notre gameplay autour de la mémoire. La mémoire, c'est le thème central du jeu et c'est de ça vraiment parle le jeu. Ce jeu, donc Remember Me, il se passe à Néo Paris en 2084. Et à Néo Paris 2084, en fait, comme vous voyez, tout le monde porte un petit implant comme ça, merci Alexis, à l'arrière de la tête qu'on appelle le Sensen. Et c'est ce qui permet aux gens de numériser en temps réel tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils savent, et d'en faire des petits souvenirs, en fait, qu'ils vont ensuite pouvoir échanger avec n'importe qui vont pouvoir vendre à des gens qui vont pouvoir acheter, qui vont pouvoir vraiment échanger avec tout le monde. Donc c'est grosso modo, c'est le futur des réseaux sociaux, c'est le futur de Facebook, de Twitter, de YouTube, c'est la numérisation directe des souvenirs. Donc on peut dire qu'en 2084, l'intimité, la personnalité, qui vous êtes, vous oubliez, tout le monde sait ce que vous faites à tout moment. Il y a une entreprise qui construit le Sensen, qui s'appelle Memorize. Et cette entreprise, en plus de construire le hardware, c'est-à-dire l'implant qu'utilisent les gens pour numériser les souvenirs, il se charge de réguler aussi tous les transferts de souvenirs qu'il y a sur la toile, sur le réseau, tous les jours. Donc, on peut imaginer quel pouvoir une boîte comme celle-là peut avoir en termes de profilisation, je ne sais même plus comment on dit, de data mining en marketing, c'est-à-dire accès à vos données personnelles, faire de vous des profils consommateurs à qui on va pouvoir vendre des produits de manière toujours plus efficace. Toute ressemblance avec Facebook étant bien sûr totalement fortuite. Et voilà, donc il y a vraiment un danger qui pèse sur la société de Néo Paris, qui est Memorize, mais c'est quelque chose qui n'est pas vécu comme un danger par les gens, parce que les gens ils sont comme nous aujourd'hui en 2013, ils sont contents d'aller sur Facebook, ils sont contents d'aller sur Twitter, ils sont contents d'avoir des iPhones, parce qu'au final, ça nous simplifie la vie, ça nous permet d'être en contact avec nos potes sur Internet, de se faire de nouveaux potes, de partager nos centres d'intérêt, et au final, ce qu'on fait avec nos données personnelles, on s'en fout un peu. Mais il y a quand même un groupe d'activistes qui se battent contre Memorize. Ces gens, on les appelle les zéroristes. Et en fait, vous allez pouvoir, dans Remember Me, jouer une des leurs, la plus douée, c'est-à-dire Lily. Ah, ça marche plus, voilà. Donc Lily, c'est le personnage principal de Remember Me. C'est un personnage qui, en fait, au début de l'aventure, va se réveiller à la Bastille. Donc la prison de la Bastille a été reconstruite en 2080. Elle va se réveiller en 2084 dans la Bastille et sa mémoire a été effacée. Elle va se rendre compte assez rapidement qu'elle était une chasseuse de souvenirs d'élite. Ça veut dire quoi être chasseuse de souvenirs? Être memory hunter, c'est en fait elle a le pouvoir de casser les barrières de votre esprit, rentrer dans votre mémoire et se servir. Elle peut voler vos souvenirs tout simplement. Et elle a aussi un pouvoir tout à fait unique qui est ce qu'on appelle le memory remix, qu'on va vous montrer aujourd'hui aussi en gameplay. Et c'est le pouvoir qu'elle a de rentrer dans un de vos souvenirs, changer juste un détail, comme par exemple déplacer cette bouteille d'eau, et voir avec l'effet papillon comment ça va pouvoir avoir des répercussions sur vous en tant qu'individu, et au-delà sur le monde de jeu. C'est vraiment un pouvoir très puissant et qui s'inscrit dans toute cette société de numérisation du souvenir. C'est le point de sable qui va cripper la machine. Là, vraiment, c'est la seule qui a le pouvoir de changer le monde de Néo Paris en 2084. Elle est guidée dans sa quête par un mec qui s'appelle Edge, que vous allez voir aussi tout à l'heure dans une vidéo de gameplay. Et Edge, c'est le leader des zéroristes, c'est lui qui va lui donner ses missions, c'est lui qui va l'aider à regagner progressivement sa mémoire, car en fait, au fur et à mesure de l'aventure dans Remember Me, elle va pouvoir se souvenir progressivement de qui elle était, un peu à la Jason Bourne, et elle va pouvoir aussi
déverrouiller progressivement tous ces souvenirs oubliés de combat qui faisaient qu'avant de perdre la mémoire, elle était une des chasseuses de souvenirs les plus craintes dans Néo Paris. C'est un peu dur parce que je suis habitué par cette presse en anglais, j'essaie de trouver les bons mots pour mon pays natal. Donc voilà un petit peu pour l'overview générale du jeu. On va vous montrer quelques vidéos de gameplay après, des vidéos que vous avez peut-être vues, des vidéos peut-être que vous n'avez pas vues. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion après la présentation de poser quelques questions si ça vous intéresse. Et on est là, on est très content de pouvoir y répondre. Mais d'abord, comment Alexis et Michel, comment est-ce qu'on a pensé Néo Paris? Comment est-ce que Paris en 2013 est devenu Néo Paris en 2084? Bah déjà pour commencer, en fait, je dirais que c'est pas un travail seulement nous deux, c'est un travail collectif, c'est tout le studio. Ouais, carrément, avec beaucoup d'autres, tous les game designers, les narratives et aussi beaucoup de concepts d'artistes. D'ailleurs, on en a un dans la salle là. Vas-y, lève-toi, Gary. Allez, bonjour. On l'applaudit. Il y a beaucoup d'images à lui là en fait. Et bref, c'est un travail de développement, c'est pas seulement avoir une vision et on va la suivre et basta. Non, c'est un gros travail de dialogue en fait, d'échange entre tous les corps de métier. Pour revenir en fait à Néo Paris, le choix de la ville, au tout début, on a eu énormément de discussions quand on était encore 5, quand on a commencé à grossir, où est-ce qu'on allait situer l'aventure. On aurait pu envisager Sydney, Tokyo, San Francisco. Il y avait tout un travail sur la dérive sociétale, la dérive géographique. San Francisco, par exemple, avec l'histoire des grandes failles à côté, ça aurait été parfait. Et finalement, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites dans toutes ces villes-là, pas beaucoup autour de Paris. On est parisien, c'était un moyen de mettre ce paramètre en avant, également de nourrir aussi de la ville. Comme on habite ici, on est à même en fait de restituer l'atmosphère, le feeling, de descendre en ville pour prendre des photographies. Enfin, descendre en ville, je sais pas ce que c'est que cette expression en fait. Par exemple, j'ai un petit souvenir, c'était notamment avec Gary et Michel, on était descendu à Saint-Michel pour prendre des photographies en fait d'un niveau où on s'était dit voilà, on va shooter en fait un maximum de choses par rapport à un niveau qui était prévu dans le jeu. Donc ça justifie un petit peu le choix de Néo Paris. C'est clairement un vrai plus d'habiter à Paris quand on va commencer à designer cette ville, on a accès à toutes les références. Et je pense que créer le monde de Néo Paris, ça a été un gros challenge sur toute la production du jeu. Notre but, c'était vraiment de créer une vision crédible d'un futur d'anticipation et d'essayer de créer vraiment notre univers, quelque chose qui nous ressemble et une vision novatrice de la science-fiction. On a voulu éviter de faire Remember Me, c'est pas du space opéra, c'est pas de la science-fiction comme c'est pas Star Wars ou Star Trek. Et donc on a vraiment voulu créer un univers qui repose sur des bases réalistes. C'est pour ça que je verrai dans le jeu toute l'approche repose sur le fait de garder vraiment les fondations de la ville, tout ce qui fait l'identité de Paris. Je pense que s'il y a beaucoup de personnes dans le public qui habitent à Paris, vous reconnaîtrez tout de suite la ville, vous reconnaîtrez le type de bâtiments, les sculptures, les stations de métro, les anciennes. Son piquant, sa saveur, c'est exactement le charme de Paris, sur lequel on a vraiment rajouté tout ce qui était futuriste. Donc on a construit des grands buildings qui font ce contraste qu'on n'a pas pour l'instant dans Paris, il n'y a pas du tout de grande tour. Donc là vous verrez en contraste la tour Eiffel avec des immeubles high-tech de 900 mètres de haut qui sont à côté d'elle, qui fait vraiment cette vision futuriste. On a rajouté des nouveaux étages aux immeubles avec des nouveaux matériaux, des étages futuristes. On a rajouté toute cette couche de réalité augmentée, de néon, d'enseignes futuristes. Je pense que c'est ce qui crée vraiment l'essence de la ville, ce mélange d'ancien et de nouveau. Ouais. Au niveau conceptuel, en fait, on a structuré la ville en 3 zones différentes. Comme vous voyez à l'écran, là, il y a le Deep Paris, le Big Paris et le High Paris. Je me lève, j'ai besoin un petit peu de gesticuler. Et en fait, l'idée, c'était toute notre aventure se passe dans une seule et même ville, Néo Paris, en 2084. Et le gros challenge, c'était comment offrir aux joueurs, à vous, une expérience de jeu en fait qui soit large, qui soit forte et qui soit diversifiée. Donc en fait, nous, de notre côté, ça nécessitait un gros travail sur comment faire, pas présenter toujours les mêmes facettes de la ville, quelque chose qui soit un petit peu rédhibitoire, mais pour élargir au maximum. Déjà, l'aventure se passe sur une journée complète. Donc on a tout un travail en fait de déclinaison au niveau de la lumière, ça se passe de nuit, l'aurore, la journée, l'aube, le zénith, tout ça. Il y a le travail également avec les variations climatiques, la pluie, le brouillard, le plein soleil. Et en gros, juste pour revenir à la structure de la ville, on a 3 parties principales qui sont le Deep Paris,
le Mythe Paris, Paris. Le Mythe Paris, en fait, c'est notre porte d'entrée. C'est ce qui est le plus proche de ce qu'on connaît de Paris actuellement. Là, je ne sais pas si on voit bien sur les visuels, il y a des immeubles haussmanniens. Ici, par exemple, il y a des devantures, il y a des magasins. Ça ressemble, et c'est vraiment ancré dans Paris d'aujourd'hui, sur lequel, comme disait Michel, on rajoute des strates différentes, des nouvelles couches. Et donc, on a les deux autres grands types d'environnement, le type Paris qui correspond à une version un petit peu défoncée, à une version ce qu'on appelle les slums. On s'est inspiré aussi des favelas comme on trouve dans d'autres pays, des favelas de Rio, ce genre de choses. Et le High Paris, c'est vraiment la zone la plus touriste, avec les grandes tours autonomes, où on trouve les populations les plus aisées dans des nouveaux immeubles villes, quasiment dans une tour, il y a tout, il y a tous les magasins, tout existe au sein de ces grandes tours. Avec ces trois strates de jeu, on a vraiment voulu proposer une expérience variée, c'est-à-dire que tout le monde du jeu se fait toujours dans des environnements différents, avec des couleurs différentes. On n'aura pas du tout l'impression de tourner en rond, c'est vraiment une expérience riche et très variée. Voilà, c'est un petit exemple justement de comment on a fait pour développer ce Néo Paris et créer des connexions fortes avec le Paris d'aujourd'hui. Donc ça se passe avec des éléments à très grande échelle, la Tour Eiffel, la colonne de la Bastille, mais également en fait plein de micro-détails comme l'architecture haussmannienne, les ports d'entrée classiques et typiques. Ouais, pour travailler sur la ville de Paris, il faut reprendre des monuments. Clairement, vous trouverez dans le jeu, comme vous le voyez ici, la Tour Eiffel, la Bastille, on a aussi Notre-Dame, le Sacré-Cœur. Et c'est à partir de la réactivation de ces monuments et le contraste avec les éléments futuristes qu'on crée vraiment des visions de la ville. Ouais, l'autre paramètre aussi, c'est que c'est un jeu vidéo. On ne fait pas une thèse ou on n'établit pas un travail de recherche inscrit dans un doctorat ou quoi que ce soit d'autre. C'est du fun, entertainment, manette en main, en fait, il faut que ce soit divertissant, que ce soit plaisant à jouer. Donc une fois qu'on a créé tous ces petits points d'accès, ces portes d'entrée quelque part, on peut se permettre de rajouter des couches au-dessus de ça, comme des immeubles titanesques qui nous permettent de créer un petit peu un scope vachement plus large et accrocheur, un scope épique, on va dire, et cette dimension aussi Cyberpunk 2084. C'est vrai, comme tu dis, le plus important pour un jeu, c'est qu'il soit fun. Donc, on a pris aussi des libertés, évidemment, vous verrez, la ville n'est pas respectée à l'échelle exactement, la Tour Eiffel a été un petit peu déplacée, les quartiers sont différents, et peut-être que certains Français nous le reprocheront. Moi, je pense que c'est un vrai plus quand tu fais un jeu vidéo, il faut que ce soit fun, divertissant, et le but, c'est pas de faire une reconstitution à l'échelle exacte de l'environnement. Je crois que ton micro ne marche pas. Il y en a un deuxième. Allô? Voilà. On a 4 micros, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ouais, puis quelque chose qu'on n'a pas dit mais qui est assez évident, c'est que étant français, étant parisien, ayant la chance de faire un jeu qui est un jeu AAA qui va se vendre dans le monde entier, et grâce à Capcom, voilà, on est très fiers. Les Japonais ont le cyberpunk depuis Ghost in the Shell, Akira, et on voit du Tokyo partout. Les Américains ont envahi la culture mondiale de tout un tas de manières. Nous, on est fans de toutes ces cultures. On est content aussi de pouvoir amener un petit bout de French touch dans tout ça. Ouais, en tant que fondateur du studio, c'était quelque chose qui nous était cher depuis le début. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour beaucoup de clients américains ou étrangers. J'ai rien à dire, super plaisant, mais il y avait ce petit côté en fait dans l'industrie du jeu vidéo, je vais pas revenir dessus en détail si vous connaissez un petit peu, la fuite des cerveaux, ça se crée après, comment dire. Voilà, la plupart des gros projets ou des gros studios sont créés aux États-Unis. En France, c'est une industrie extrêmement compétitive, c'est-à-dire les plus gros titres en fait rivalisent ou sont plus chers, plus gros que la plupart des gros films hollywoodiens, tout ça. Donc on a envie de faire quelque chose de fort, mais de rester ici. Et voilà. En général, c'est vrai que dans les films américains, la vision de Paris, ça se résume souvent au béret, la baguette et la tour Eiffel qui s'effondre. Et on voulait vraiment proposer quelque chose de différent et proposer vraiment une de Paris un petit peu plus ouverte et moins restreinte aux clichés. Le truc marrant aussi dans la plupart des films de SF, les gros blockbusters hollywoodiens ou certains jeux vidéo, en général vous avez un money shot sur la tour Eiffel et c'est la tour Eiffel en fait qui se fait exploser. C'est en général dans un contexte de SF par rapport à la fin du monde. Il y a différents types de scénarios différents. Mais nous, quelque part, on n'a pas pris le contre-pied, mais on a la tour Eiffel. C'est pas le cœur des enjeux de notre jeu. Elle restera présente jusqu'à la fin. On parle un peu des personnages.
Non. Non, très bien. Non, si, peut-être papa. Du coup, l'approche, pareil, quand on a designé les personnages, on a pris la même approche que pour le design de la ville. Avant tout, on cherche à faire de l'anticipation crédible. Donc, on va regarder ce qui se fait actuellement, ce qui se fait dans les designs dans la mode. Et on construit nos personnages par-dessus cette vision réaliste. On ne voulait pas faire des spéciaux, ce n'est pas des armures de combat, on n'est pas avec les personnages en Kevlar, dans la connaissance. On cherche vraiment à faire des personnages crédibles. Et je pense qu'Alexis peut parler du travail sur les lignes, sur l'héroïne. Je pense qu'il devrait d'abord nous parler de ça. Ouais. Alors, Alexis, décris-nous ton process créatif. Alors, vous voyez la petite photo à gauche, c'est moi avec un préservatif sur la tête, de la farine et du chocolat sur les dents. Tous les moyens pour créer sont possibles et envisageables. Là, en gros, c'était pour travailler sur un nouveau type de créature qu'on appelle les Leapers. En jeu, c'est des humains qui ont muté. Voilà, deux types de recherche. Ça part en haut à droite, vous avez un crayonné traditionnel. En termes de production de jeux vidéo, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais la plupart en fait, des concepts sont réalisés de façon digitale. Ça permet de produire beaucoup plus vite, de faire énormément de variations. Pour les gens qui ne connaissent pas, je dirais qu'en fait on est loin de l'idée. Enfin, les artistes sont pas dans une cabane à créer des images en fait auxquelles ils tiennent. Et voilà, c'est tout ce qui leur arrive dans la tête. En gros, c'est vraiment un travail de finesse, de jongler avec des contraintes, avec des autres corps de métier, avec énormément de choses. Et donc l'outil digital se prête au mieux à ça. Donc si tu peux peut-être revenir sur la photo avec les capotes sur la tête. Ouais, voilà, et du coup en fait c'était un esprit de, comment dire, un petit exercice de style, une approche on va dire différente pour essayer d'illustrer ces nouveaux personnages. Jean-Max, tu peux peut-être en parler un peu plus. Qu'est-ce que les Leapers? Alors les Leapers, au final dans le jeu, c'est ces créatures que vous voyez là. Donc c'est pas des zombies, hein, ça ressemble un peu à des zombies, mais ce ne sont pas des zombies, c'est des gens comme vous et moi, mais pas tout à fait. C'est en fait, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le monde de Néo Paris en 2084, on peut tous consommer les souvenirs des autres, on peut se greffer aux souvenirs des autres. Et ces gens-là, ils ont juste un petit peu trop fait de Facebook, un petit peu trop fait de MSN, du souvenir. Et en fait, ils sont en overdose constante de souvenirs. C'est des memory junkies. Et grosso modo, au bout d'un moment, ça les rend tellement dingues que ça fait changer leur ADN et ça devient des mutants. Donc voilà, c'est une des factions que Lilith va rencontrer très tôt dans le jeu. Si vous avez regardé un petit peu les vidéos de gameplay qui ont été publiées sur internet avec les previews du jeu cette semaine, d'ailleurs il va y en avoir d'autres dans les semaines qui viennent, c'est des créatures contre lesquelles Lilith ne va pas vouloir se battre au début, mais elle ne va pas avoir le choix. Et c'est des créatures qui vont, sans vouloir spoiler le scénario, avoir vraiment beaucoup d'importance dans le jeu. Et d'ailleurs le jeu, on en parle, mais je vous propose, chers amis... Il y a un petit truc rigolo, si j'avais pas fait gaffe, l'image verte là, c'est un autre concept artiste, Paul Chadesson, qui a servi de modèle en fait sur le parking de Dontnod. C'était en été, il faisait extrêmement chaud, il est descendu en short, et en gros on a fait une série de figures de poses pour essayer en fait comment dire, pas de comprendre, mais d'avoir le feeling de ces créatures, leur pose. Ouais, de trouver même, quand on était en train de rechercher ces créatures, de trouver l'essence, qu'est-ce qu'on voulait vraiment donner, faire passer dans ces créatures. Et pour ça, tous les moyens sont bons, donc voilà, on sort sur le parking du studio et on se prend en photo, on fait un peu les studios. Short sur le parking. Et ensuite on dessine par-dessus. Bon, regardons un petit peu de gameplay du jeu maintenant. Avec en fait la vidéo qu'on a, le bout de démo qu'on a montré à la Gamescom 2012 pour l'annonce du jeu. Your way ain't gonna work. You got a plan B? I'm inside their comms. Building's locked down. You need to track down a Captain Trace and steal his access codes. Careful, sis. He's eccentric and very dangerous.
Okay. We need to move. Where can I find him? Give me a second to do an AUG lock on his position. Trace. He found me! Seriously? Come here, you bitch. Millen, stop playing with this freak. If he catches you off guard... Yeah, okay, enough of the running commentary, thank you. Steal the code from this bird brain and get to Silicartier Wells. Okay, I've got an idea. Stay frosty, sis. This guy's serious. So this is your great plan, huh? To hide forever. It's over, Millen. Show yourself. Who'd have thought it? The great Millen, huddled like a frightened little mouse. You really think you can escape? Voilà pour un petit bout de gameplay donc, de Remember Me. Merci. Donc voilà, l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, Remember Me c'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, c'est un jeu d'action linéaire, mais c'est un choix vraiment qu'on a fait parce que, grosso modo, on raconte une histoire, on raconte l'histoire de Nilin, et pour raconter l'histoire de Nilin de la manière la plus cinématographique possible, on a besoin de linéarité pour garder le contrôle sur les événements, sur les émotions que vous allez traverser au fur et à mesure de l'aventure. C'est des choses qu'on peut aussi faire dans des mondes ouverts,
mais voilà, avec une équipe de Dontnod, on était entre 70 et 100, on n'a pas non plus les moyens d'un Ubisoft ou d'un Rockstar pour monter à 1000 personnes sur un projet, donc il faut faire des choix, mais le choix de la linéarité, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de raconter l'histoire dans les meilleures conditions possibles. On va parler un petit peu du combat, plus en détail, on vous montrera aussi un peu plus de gameplay dans la mémoire, on vous montrer un petit peu tout ce que je disais avant, ce que ça donne en gameplay pur. On va d'abord parler un petit peu de Nilin et comment elle a été conçue. Tu peux peut-être déjà commencer par me parler du choix. Pourquoi une fille, pourquoi une métier? Alors, très bien, merci. Si tu ne veux pas répondre aux questions, je vais le faire à ta place. Bien sûr. Pourquoi un choix relativement audacieux? C'est un choix audacieux pour pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un personnage féminin dans un jeu vidéo, ça marche pas. C'est difficile à vendre. Voilà, je pense que c'est des conneries. Qu'on est en 2013 et qu'en 2013, si un personnage est bon, qu'il soit femme ou homme, ça a vraiment pas d'importance. Elle est métisse aussi, il y a beaucoup de gens qui nous diront qu'un personnage de jeu vidéo en 2013, ça doit être un homme blanc, parce que la plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des hommes blancs, mais nous on s'en fout. Elle est métisse parce que c'est une société cosmopolite, née au Paris, c'est pour ça que les gens parlent anglais. Et c'est une fille, pourquoi? Parce que simplement c'est comme ça qu'on se sentait, pour raconter une histoire qui est basée sur la quête d'identité, sur l'intimité, sur la mémoire. On a voulu faire avec un personnage féminin. Je pense que si on avait fait quelque chose sur la mécanique, sur le transhumanisme et l'augmentation physique, sur des thématiques beaucoup plus guerrières comme Deus Ex, on aurait fait un personnage masculin. C'est des choses que je respecte tout à fait chez d'autres production, mais nous on voulait faire Nilin, on voulait que ce soit un personnage féminin. Toujours difficile d'expliquer pourquoi a posteriori, c'était un choix qui s'imposait de manière assez naturelle au moment où on l'a fait, mais ce choix ayant été fait, il a fallu lui donner une allure, et cette allure c'était quoi? C'était ça, et c'est ces deux messieurs qui ont travaillé le plus ardemment. Il y a eu vraiment pas mal d'itérations quand on bosse sur un personnage principal de jeu vidéo. Il faut certainement revenir plusieurs fois sur le design, trouver vraiment le bon design. Je pense qu'on a pas mal d'essais au début. On était parti au tout début sur le perso, il était vraiment beaucoup plus en combinaison futuriste et ça collait beaucoup moins à nos propos. On trouvait que c'était peut-être trop high-tech, trop décorrélé de la réalité. Et après plusieurs itérations, plusieurs moments de recherche, on est revenu à un design, du coup, une espèce de mix entre des éléments futuristes et des éléments actuels. Peut-être en parler un peu plus. Voilà, comme vous voyez, en fait, Nilin, au niveau de la signature visuelle, les éléments principaux, vous trouverez le scene-wall. Donc c'est le petit cercle mouvant juste derrière sa nuque qui symbolise les implants qu'elle a dans la tête qui lui permettent de digitaliser les souvenirs. Ça, c'est un petit peu pour la couche, on va dire, virtuelle. Mais sinon, les éléments principaux, autres, c'est ces deux jambières futuristiques, E.T. On m'entend pas, elles sont bras également en fait avec le même matériau noir. Ça c'est un petit peu pour les éléments anticipation, SF. Et par contre, à contrario, vous trouverez en fait sur elle une petite veste relativement actuelle, un t-shirt et un jean. Pour la petite histoire, le jean c'est un matériau qui a été inventé fin du 19e et qui est toujours d'actualité. Je ne sais pas, juste pour essayer dans la salle, combien il y a de personnes qui actuellement, en 2013, portent un jean. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont un jean. Ouais, ça fait beaucoup, non, peut-être pas la moitié, mais là nous on est combien? Voilà, 3 sur 3, on n'a pas fait exprès. Et ça en fait c'est le petit élément qui permet d'ancrer notre personnage dans la réalité. On en a parlé avant, c'est la même chose que la conception globale de tout l'univers. Si c'est juste en fait des tours en métal dans l'espace avec des trucs improbables, on perd en fait l'ancrage avec la réalité. Et nous, notre approche, comme le cœur du jeu, c'est également la mémoire, l'intimité, l'être humain. On a toujours recherché à conserver un ancrage fort en fait dans le présent, dans quelque chose de plausible. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante que notre scénariste nous a racontée, c'est ce qu'il appelle le syndrome de la fourchette nucléaire. Et c'est en fait, il estime qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on fait un univers de science-fiction, il faut que tout soit vraiment futuriste, avec des lookouts, des néons bleus, etc. Et même une fourchette
fourchette. Et en fait, non, dans le futur, dans 100 ans, dans 200 ans, 200 ans, une fourchette, ce sera toujours une fourchette actuelle, il n'y a pas besoin de la redesigner en mode futuriste. Et donc on a essayé d'avoir cette approche sur les lignes et sur les différents éléments de notre jeu. Et vas-y, je te mets les épées laser, et vas-y, je te mets les créatures à tentacules. Ah oui, pour le coup, nous, c'était pas du tout notre approche, c'était vraiment un travail plus de prospective, d'anticipation. Mais encore une fois, avec l'Alliance, on fait un jeu vidéo avant tout, et on fait pas un truc, comment dire, scientifique. On ne fait pas un travail de recherche exact, ce qu'on fait doit avant tout être fun. Donc l'univers qu'on design, on cherche à le rendre crédible, mais après bien sûr on prend évidemment des libertés pour le game design, pour que le jeu soit amusant, divertissant, et pour avoir vraiment un produit intéressant à jouer. Là c'est en fait l'extension visuelle du Seigneur de Nilin qui nous permettent de faire la transition avec le combat. Mon cher Jean-Maxime, à vous la suite. Tout à fait. Donc on va vous parler un petit peu du système de combat dans le jeu. Remember Me, c'est un jeu qui a un système de combat au corps à corps. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'au début on voulait déjà se différencier un petit peu. Tous les jeux d'action-aventure quasiment font du shoot. Et nous on se disait bon, il faut qu'on soit différent, on va pas aller faire du shoot, on va être noyé dans la masse. Donc on a fait un système de combat au corps à corps. Et qui dit système de combat au corps à corps dit combo. Et en général, les systèmes de combo, c'est des combos qui demandent quand même pas mal de skills, qui demandent à ce qu'on apprenne beaucoup de combinaisons, qu'on apprenne leur timing. Nous on a voulu faire un système qui soit beaucoup plus accessible, où le joueur va créer lui-même, va customiser ses propres combos et va utiliser seulement 4 combos comme il utiliserait des armes dans un shooter, comme il aurait son gun, son shotgun, sa rifle et son sniper rifle sur lui à tout moment. Et donc c'est ce système qu'on va vous montrer dans une petite vidéo qui va se lancer tout de suite. Ou pas. Allez. Je vais essayer de vous commenter un petit peu. En même temps que ça se passe. Voilà, là on a Nilin qui en fait, donc c'est une petite vidéo qu'on a mis en scène pour expliquer le système de combat. Donc là elle a très peu de vie, ce qu'on voit avec les sauts visuels à l'écran. Et là, on peut gagner de la vie en fait en faisant un combo qui fait gagner de la vie tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des coups qui font des dommages, mais on a aussi des coups qui font gagner de la vie. C'est quelque chose qu'on va aller voir un petit peu après dans l'interface. Le timing est le même pour tous les coups, il n'y a pas de notion de timing différente. Donc voilà, là c'est l'interface telle qu'elle était il y a quelques mois, donc rassurez-vous, c'est moins compliqué que ça au final. C'est quelque chose qui a l'air assez compliqué au début, mais qu'en fait est très simple à prendre en main. Là ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer un combo sur la deuxième ligne. Voilà, on est en train de créer un combo de 4 coups, 5 coups pardon, qu'on utilise maintenant dans le jeu. Donc à tout moment, vous pouvez rentrer dans le Combo Lab. Cette interface s'appelle le Combo Lab et vous pouvez customiser le combo. On essaie de frapper, mais on se fait bien refouler. On essaie de dodger au-dessus, on se fait refouler quand même. Donc il va falloir essayer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, ça va être un S-Pressen. Un S-Pressen, c'est quoi? C'est un de ces 5 coups spéciaux que vous voyez autour de la roue. Et grosso modo, à chaque fois que Nilin frappe quelqu'un, elle va pouvoir gagner une ressource qu'elle va utiliser dans un de ses coups spéciaux. Ça s'appelle une logic bomb. Et voilà, ça fait grosso modo exploser tout le monde autour de soi et ça fait également beaucoup de dommages, ça pète tous les boucliers. Mais il y a un nouveau type d'ennemi qui vient d'arriver qu'on appelle les séraphins. Ça, c'est un ennemi qui va tirer à distance et qui va empêcher Nilin de faire ses combos. Donc, par exemple, combo, on se fait interrompre. Donc on a une arme à distance qui s'appelle le spammer, mais on voit que l'ennemi va avoir un bouclier qui empêche donc de Nilin de le toucher. Donc on va essayer un autre coup spécial. S-Pressen, donc cette fois-ci quelque chose qui s'adapte vraiment aux robots et qui va faire qu'en fait ils vont devenir des alliés et ils vont tuer les autres. Mais le problème, on va le laisser, voilà, c'est Nilin terminé. Tout plein des ennemis qui n'arrivent encore. Il y en a des beaucoup là. Alors, le problème avec les S-Pressen, les coups spéciaux, c'est qu'ils ont un temps de cooldown
ils ont un temps nécessaire avant de pouvoir les réinitialiser. Et pour les réinitialiser, on peut utiliser un troisième type de coup. Donc on a les coups jaunes, c'est les coups pour gagner de la vie, les coups rouges, c'est les coups pour faire plus mal, les coups violets, c'est les coups pour réinitialiser plus rapidement les coups spéciaux. Et on a aussi une quatrième catégorie qui est les coups bleus, qui est en fait des espèces de super coups qui vont multiplier les effets dans le combo. Donc voilà, on a un troisième combo qui est créé, combo de 5 coups, et on va aller l'utiliser dans le jeu. Donc, un petit coup spécial pour arrêter tout le monde. Et là, si vous regardez, les compteurs en bas à gauche, ils sont en train de se réinitialiser quand Lilith fait ses combos. Voilà. Et là, on a à nouveau tous les coups spéciaux et on va pouvoir leur mettre très très cher. Dans Zelda, il y a un moment donné, tu es obligé d'utiliser ton grappin pour arracher le bouclier, ou tu es obligé d'utiliser la glace pour éteindre le feu, ou le feu pour allumer la glace. Voilà. Et simplement, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que les situations soient claires et que tu saches quoi utiliser à quel moment. Et à chaque fois, tu vas pouvoir utiliser tes combos pour recharger tes coups spéciaux. Voilà. Et ça répond à ta question. Et voilà. N'hésite pas à poser des questions tout à l'heure quand on va revenir dessus. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors, je suis désolé, c'est une télécommande qui merde un peu depuis tout à l'heure. Donc, on va vous montrer une dernière vidéo de gameplay qui est comment est-ce que ça se passe quand on rentre dans la mémoire de quelqu'un, dans un souvenir, pour changer des détails, comme j'expliquais tout à l'heure en intro, et voir comment ça va pouvoir impacter la personne qu'on a remixée, et comment ça va pouvoir impacter le monde. Mais avant ça, je vais passer la parole à mes amis chevelus pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé l'identité graphique de la mémoire, comment est-ce que à quoi est-ce que ça ressemble un souvenir. C'est Michel qui a proposé en fait cette partie-là. Juste pour commencer, je laisse la parole après, je dirais qu'en fait c'est la même chose que les différents types d'environnements qu'on a dû développer dans le jeu. C'est qu'on a une phase de jeu qui est complètement différente, comment offrir aux joueurs une expérience de base, quelque chose de plus riche. Il y a toujours aussi la notion de contraste, si vous êtes ancré dans la réalité, bim, et on travaille sur les souvenirs c'est flou, organique, différent. Comment faire pour offrir quelque chose qui soit vraiment neuf et dépaysant.
Oui, carrément. Là, vous voyez sur les images, en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qui représente vraiment un souvenir? C'était une tâche assez difficile parce qu'un souvenir, c'est assez, comme dit Alexis, c'est assez organique, assez flou. On ne se rappelle pas de tous les détails, on va se rappeler des éléments les plus importants, on va se rappeler d'un visage, on va se rappeler d'un mot, et on ne se rappellera pas forcément de la couleur des murs ou du placement de certains objets. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu faire ressentir dans le jeu, et vous voyez là sur les images que par exemple, on a représenté ces souvenirs sur des espèces de plateaux qui se rapprochent plus de scènes de théâtre, sur lesquels on joue vraiment sur la symbolique avec les éléments les plus importants du souvenir pour vraiment aller à l'essentiel et représenter vraiment les différentes émotions fortes dont on veut parler dans nos Memory Remix. Et le mieux, c'est que vous regardiez l'exemple vidéo de Memory Remix pour vraiment vous faire une idée de comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Voilà, donc on va vous montrer ce que ça donne tout de suite en vidéo. Donc grosso modo, c'est une vidéo où Nilin a reçu une mission. Cette mission, elle est très simple. Elle doit aller tuer un commissaire de police. Enfin, c'est plus qu'un commissaire, c'est le chef de la garde spéciale de Memorize, qui est cette entreprise qui domine Néo Paris, comme je vous en parlais tout à l'heure. Elle doit le tuer, mais elle doit le tuer d'une manière qui ne va pas laisser de traces. Et donc, au lieu d'aller simplement lui mettre une balle dans le caisson, elle va faire ce qu'on appelle un memory remix, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans sa mémoire et changer quelque chose qui va faire que dans la vraie vie, il mourra. Donc, plutôt que des mots, on va montrer la vidéo. Si elle... So the courthouse ceremony will begin shortly. We're heading to your office now. I know. Just give me a minute. Calling Alexia. Unable to connect. Please leave a message. Alexia, damn it, call me. The whole of Paris will be watching my appointment ceremony. You can't let me down like this. I need you there. Message recorded. Selfish bitch. Selfish bitch. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank! Alex! Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You never even take the safety off. And I'm tired of pretending. Goodbye, Frank. Please. Don't you dare walk out!
What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You never even take the safety off. Alex! So we're coming to escort you to the courthouse right now. We can't delay this any longer. Bastards. You're not taking me in for this. It was an accident. I won't give you the satisfaction. I'm so sorry, Alex. I'm so sorry. All right, Frank, you win. Frank. Voilà, pour les mémoires remises. Merci beaucoup. Donc on va abréger un petit peu parce qu'on nous dit qu'on est très à la bourre, mais grosso modo voilà, un exemple de gameplay dans le jeu où en changeant quelques détails dans la mémoire de quelqu'un, vous allez pouvoir provoquer des réactions en chaîne et faire en sorte qu'il se passe des choses un petit peu dingues dans le vrai monde. Là par exemple, on lui fait croire qu'il a tué sa femme alors que c'est pas du tout le cas et du coup il va se suicider. On va avoir des questions. Je finis juste avec ça. Si vous voulez suivre le jeu sur Facebook, vous avez les détails là, sur Twitter. Et les Twitter de moi-même, Michel et Alexis aussi, si vous voulez prendre le film, voilà. Et on va avoir le temps pour 2 questions. Bon, voilà, on va faire 2 questions, Jean-Max. On a très peu de temps, donc qui veut poser une question? Qui a une question? Quand on rentre dans le passé, il y a des événements comme quoi le mec, tu prends la femme, et là on regarde l'événement, et là tu vas voir la femme avec les femmes. Non, c'est une traduction là, je crois. J'entends rien du tout. Ça colle vraiment pas, parce que... Que vous en pensez, mais moi je trouve que... Ça colle vraiment pas, parce qu'il y a un événement où il tue pas sa femme, et là où il tue vraiment sa femme. Ah oui, dans Remix. Ça colle pas, il y a un truc que je comprends vraiment pas là-dedans. Alors, on comprend pas pourquoi en fait, à un moment donné, il tue sa femme et l'autre est en fait un Attends, je vais venir là parce que je n'entends pas. Jean-Max. Ouais. Excusez-moi, ouais, c'est savoir parce que la première fois, est-ce qu'on a interagi Pas des éditions Paris. Ouais. Comme d'habitude, rendez-vous. Toujours il y avait un petit clip pour de... Il y a un démon à l'intérieur de toi, je crois, qui veut parler. Mais quand il tire sur sa femme, ça et la femme est pas. Après, il revient en arrière parce que c'est marqué avec l'objectif, il revient en arrière. Et là, comme ça, c'est pourquoi est-ce que la première partie, quand il a tiré, ça a échoué, après il a revenu en arrière. Donc il a rejoué le souvenir. Quoi. En fait, pour une raison très simple, c'est que quand tu es dans le souvenir, ce que tu joues, t'es minime. C'est toi qui vois les choses et qui déplace les éléments. Les autres personnages, ils n'en ont pas conscience. Eux, ils continuent à répéter ce qu'ils avaient fait. C'est un peu comme un marionnettiste quelque part. Et le dieu au-dessus. Exactement. Et la première fois, en fait, le coup part, mais la sécurité est enclenchée. Et là après on enlève la sécurité et du coup quand le coup part, bah, là la balle part réellement. Et en fait, là on est désolé, on n'a pas eu le temps de mettre les vidéos en français, mais ce qu'elle lui dit, il y a un petit indice pour le joueur, elle lui dit non mais de toute façon t'es qu'un con et tu t'enlèves jamais la sécurité, voilà tu me fais pas peur quoi. Donc il y a un petit indice et le joueur se dit ok je vais aller changer ça, et là il se passe ce qui se passe. C'est bon? Une autre question, une dernière question de la... jeune. Oui, bonjour, je voulais savoir est-ce qu'il y aura plus d'utilisation de Quick Reactions. Bonjour. Je voulais savoir est-ce qu'il y aura plus d'utilisation de Quick Reactions, parce que j'en ai vu au départ, à un moment avec l'hélicoptère, est-ce que dans les scènes du jeu, il y aura besoin il y aura ce genre d'utilisation de Quick Reactions, avec les boutons
Il y en a pour les finishes d'ennemis et de boss. Il y a des QTE parce que ça nous permet d'avoir une mise en scène vraiment spécifique que tu n'as pas dans un gameplay systémique, dynamique tout le temps. Mais c'est vraiment que pour ça qu'on les a. Le memory learning, c'est pas du QTE parce que grosso modo tu avances et tu avances et tu rewinds autant que tu veux et tu choisis tes interactions. Il y a très peu de QTE dans le jeu. Voilà. C'est tout. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Et félicitations à Dontnod pour le travail réalisé. Le jeu sera en mai sur PS4, Xbox et PC. Il y a 2-3 t-shirts qu'Alexis Periclo